لندوة طبقات النص وطبقات الدلالة التي تنظمها كلية الآداب والعلوم الإنسانية بصفاقس في القاهرة، وخاصة وتحديد المخبر تجديد مناهج البحث والبيداغوجي في الإنسانيات في الكلية. مرحبا بالأستاذ حمد المسعودي رئيس جامعة القيروان، بالسيد العميد سي رضوان البريكي، بالأساتذة الأجلاء وبضيوفنا الكرام. إذا هذه الجلسة العلمية فيها 5 مداخلات بينهما استراحة قصيرة. الجزء الأول من هذه الجلسة يتضمن 3 مداخلات للأساتذة الأستاذ هادي عبد الكافي والأستاذ محمد صاحب العزاوي والأستاذة حياة بن شبابة. ودون إطالة أحيل الكلمة إلى الأستاذة هادي عبد الكافي لتقدم لنا مداخلة بعنوان Plis et déplis dans le livre d'art romanesque de Nick Banton. فلتتفضل الكلمة في حدود الوقت الذي خصصته اللجنة وهو 25 دقيقة. تفضلي السيدة هادي. أولا سامحوني على التأخير، ما كانش بإرادتنا الكل. كل مرة نجيو للقروان ونجيو فرحانين ياسر أما تو عرفنا نلقاو لي غوبير نتاعنا يا بوكو دو بلي اي دو ريبلي اي دو ديبلي سو كي في لي ضانا شوية تقنية. سامحونا على التأخير. نسمحكم باش نتكلم باللغة الفرنسية. Donc je commencerai par remercier les organisateurs du colloque, par remercier le président de l'université Serhamadi, par remercier le doyen Sidi Radouane Bleki, par remercier le directeur de l'école doctorale Sahel Bazeli, par remercier le coordinateur de ce colloque Cécile Bifeoui. Personnellement, pour moi, c'est un grand plaisir de retourner sur ces mêmes lieux pour intervenir dans une rencontre scientifique de haut niveau. Les thèmes sont très intéressants. C'est Sahbi, quand il m'avait contacté pour me proposer d'intervenir, je ne veux pas vous dire la masse de travail sous laquelle je croulais, mais je ne pouvais pas dire non à ces Sahbi, non à parler. Donc c'est toujours avec plaisir et c'est un honneur pour moi d'intervenir aujourd'hui sur une thématique qui est plus qu'intéressante, attrayante, et sur laquelle j'essaie toujours d'approfondir la réflexion. Donc aujourd'hui, je vais intervenir sur un livre pour moi, personnellement, vous pouvez ne pas partager le point de vue, assez original. Le titre du livre, c'est Alexandrie, où se dévoile l'extraordinaire correspondance de Sabine et Griffon. Donc il y a Alexandrie et puis 2 référents, Sabine et Griffon, des noms de personnages. Et le mot le plus important pour moi qui attire mon attention, ou les mots, parce qu'il y en a 3 au moins, c'est les 2 personnages, Sabine et Griffon, hommes et femmes. C'est aussi Alexandrie, Al-Iskandariya en Égypte. C'est aussi où se dévoile. Dévoile, voile, voiler, dévoiler. C'est un terme qui est pour moi très important parce qu'il contient à peu près toute l'originalité de l'œuvre. On dit que le titre est la vitrine de l'œuvre. Et ici, il esquisse l'horizon d'attente du lecteur. On s'attend à quoi à partir de ce titre-là? Cela laisse supposer un genre littéraire. Correspondance 2, le genre littéraire serait l'épistolaire. Correspondance extraordinaire, où se dévoile l'extraordinaire. L'extraordinaire, ça renvoie au fantastique. Et il y a ce jeu du voilé et du dévoilé qui m'interpelle en premier par rapport à ce colloque, parce qu'il me semble que la dialectique du caché et du révélé cadre avec la problématique de ce colloque autour de la stratification textuelle, Tabarat al-Mas, que j'ai traduit par strate et stratification textuelle. Mais il ne faut pas du tout s'attendre à ce que cette communication, ma communication, privilégie l'approche thématique. Non, je ne vais pas entrer dans le thématique. Je vais commencer par poser le cadre conceptuel, le cadre notionnel, et je vais recourir à quelques définitions. Je suppose qu'il y a ici des étudiants, des doctorants aussi, ça pourrait éventuellement les intéresser.
stratification. Le mot, il s'applique à plusieurs domaines. On le trouve dans des disciplines tout à fait différentes, variées. L'étymologie, elle est latine, c'est stratum, qui sert à désigner je cite, une couverture de lit, couverture, couche-lit, natte, matelas. Et le pluriel strata renvoie à pavage, pavé. Il est dérivé de sterno, qui signifie étendre, étaler. De là le terme de dévoiler, dévoilement, le rapprochement avec le terme dévoiler, dévoilement. L'origine du terme strate et ses dérivés explique l'emploi du vocable donc dans la géologie, donc plusieurs sciences, plusieurs disciplines, l'archéologie, bien évidemment, où il y a la fouille, d'autant plus que le personnage ici, on va dire principal, Matthieu est archéologue en Égypte, à Alexandrie, l'Escandarienne. On le trouve aussi en botanique, on le trouve aussi en biologie et même en sociologie. On retient de ce terme strate les couches qui sont formées d'épaisseurs variables, de cellules, de molécules, dont la structure trilamellaire, à partir de lamelles, est détectée par le microscope électronique, ou de densité de feuillage dans une forêt. Les strates aussi, c'est la densité des feuillages dans une forêt. On trouve aussi cela pour désigner la hiérarchie sociale. Le mot, donc strate, il est doté d'un sens très très large. Et en littérature, c'est ça qui m'intéresse aussi, c'est qu'il est validé par l'étymologie du mot texte. Texte. Le mot texte, étymologiquement, il est d'origine latine, c'est textum. Et il est dérivé du verbe texeri qui signifie tisser. Le mot désigne l'entrelacement des fibres utilisées dans le tissage, la trame et la chaîne. Et au verbe est reconnu le sens de construire. Donc construire, c'est tisser si vous voulez, mais surtout construire. Et on trouve l'expression chez Cicéron quand il parle de construire une basilique, basilicum texere. Et la métaphore de la construction, elle préside à la définition moderne du texte, comme la définition celle-là, suite de mots agencés dans une phrase. De ce point de vue, la construction d'un texte s'apparente à celle d'un édifice. On construit un texte, pierre par pierre, hajar, comme si on construisait un édifice, donc cela touche à l'art, et à l'art notamment de l'architecture. Construire un texte consiste à bâtir, à arranger, à réaliser, à assembler, à relier, puisqu'il y a le travail d'édition aussi. Et ceci dans une conception qui est aux antipodes de la création ex nihilo. Ex nihilo, c'est-à-dire une création qui est née de rien. Il n'y avait rien au départ, mais on construit toujours quelque chose. D'ailleurs, parmi les écrivains qui ont réfléchi sur le processus de la création littéraire, me vient à l'esprit mon auteur, ma passion de toujours, Pierre-Jean Jouve, qui est un romancier, poète, essayiste français, qui considère son œuvre, son roman, comme une cathédrale. Il dit « j'ai construit mon œuvre comme une cathédrale ». Il faut dire que lui, il est très imbu de spiritualité et de la religion chrétienne, bien évidemment. Donc, l'idée de texte en tant que construction, elle fait valoir deux actes qui sont interdépendants. L'acte d'écrire et l'acte de lire. Ce sont deux actes corollaires. L'un qui consiste en l'encodage et l'autre, c'est plutôt le décodage. Et les théories critiques, je vais aller très rapidement parce qu'il y a un préambule assez théorique sur lequel je ne veux pas m'appesantir pour que ça ne fasse pas trop lourd. Les critiques théoriques abordant l'un et l'autre processus d'encodage donc et de décodage sont très nombreuses, ces théories. Et lorsque le structuralisme va régner en maître, le style devient objet de science. La sémiotique littéraire confère au texte un sens plus large qui déborde celui de, la définition que je donnais tout à l'heure, suite organisée de phrases. Il contribue aussi à l'élaboration, donc le règne, si vous voulez, l'importance qui est accordée aussi, contribue à l'élaboration d'une nouvelle théorie, vous la devinez certainement, qui est l'intertextualité, qui est ce terme-là, qui a été forgé par Julia Kristeva dans les années 70. Pour la linguiste, celle-là, Julia Kristeva, il me faut la définition pour que vous puissiez comprendre là où je voudrais aller.
Pour la linguiste qui est préoccupée du surgissement du texte, de la naissance du texte, de la construction du texte, alors qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit tout texte se construit comme une mosaïque de citations. Tout texte est absorption et transformation d'un autre texte. Donc il n'y a pas de création ex nihilo. Je continue la citation. À la place de la notion d'intersubjectivité s'installe celle d'intertextualité. Voilà sa définition de l'intertextualité. Et si j'évoque cette théorie de l'intertextualité, c'est au moins pour 3 raisons. Je vais aller très vite. La première raison, c'est que cela souligne une nouvelle donnée selon laquelle le tissu du texte est une texture dense. Elle est épaissie de signifiance. La deuxième raison, c'est pour insister sur l'idée que la substance écrite du texte peut entrer en contact avec des substances auditives et visuelles. Vous voyez où je voudrais aller en insistant sur ces raisons. Je voudrais aussi, comme troisième raison, préciser que l'approche que je vous propose de la stratification textuelle, ce n'est pas l'intertextualité. Je ne vais pas travailler sur l'intertextualité. L'intertextualité, elle aurait pu me servir pour explorer le corpus que je vais vous montrer tout à l'heure, mais je préfère un autre concept qui n'est pas très loin, qui est forgé à peu près sur le même modèle, c'est intermédialité. L'intermédialité, pourquoi? Parce que l'œuvre Alexandrie, où se dévoile l'extraordinaire correspondance de Sabine et Griffon, est un livre d'art. Je ne sais pas comment on traduit cela en arabe, pardon. On dit un livre d'art ou un livre d'artiste, c'est-à-dire un livre où l'image domine le texte. Il y a plus d'images que de texte, et c'est un livre qui est généralement fait par des artistes. Et le genre, il existe depuis très très longtemps, mais il n'a vraiment il s'est constitué en tant que genre, c'est encore polémique, qu'au début du XXe siècle, et dans les années 60, il trouve une grande vogue. Alors, le livre dont je vais vous parler, il a été écrit par Nick Bantock, qui est anglais, et le livre il a été traduit en français par Christopher Rapley Hall, et il a été publié en 1999, donc c'est relativement récent, et il est construit dans l'esprit d'un livre où l'image domine le texte. Un tout petit mot sur l'intermédialité. Si l'intertextualité est un processus interlittéraire entre les textes littéraires, de production de sens, l'intermédialité, elle élargit vers les autres médias. C'est la convergence des médias. Et la littérature est considérée comme un média. C'est la convergence des médias, la rencontre des médias, le dialogue des médias. Je prends l'exemple du dialogue de la littérature avec la photo, le dialogue de la littérature, puisque je suis spécialiste, j'ai horreur de ce terme, mais je dois me présenter quand même, de littérature. C'est la littérature et le cinéma, la littérature et l'architecture, la sculpture, etc. Il y a des interférences, il y a des rencontres, et cela ne fait qu'enrichir l'un et l'autre art. Et donc l'écriture de ce point de vue, c'est la mise en relation dans le texte de médias antérieurs ou contemporains. Ça peut être un média très très vieux ou alors récent, contemporain de l'écrit, donc de l'œuvre écrite. Mais à la différence de l'intertextualité, l'intermédialité, elle permet le rapprochement entre les arts, les disciplines et les sciences. Vous voyez comme c'est ouvert. Elle est aussi à aborder en tant que création. L'intermédialité, c'est un champ de recherche qui réfléchit beaucoup sur la création intersémiotique entre plusieurs systèmes de sens. Et dans ce sens, l'intermédialité suscite de nombreuses recherches, de nombreuses questions aussi. Parmi les questions, il s'agit d'interroger le rôle que jouent les nouveaux supports du savoir dans la construction de la signification au travers des multiples strates textuelles. Quel est le sens d'une image dans un texte? Quel est le sens d'un texte dans une image? Est-ce qu'il y a tout simplement juxtaposition ou est-ce qu'il y a une relation? Est-ce que le texte traduit l'image représente le texte, etc. Il y a, si vous voulez, tout un ensemble de questions à poser sur cette rencontre des médias. Cela revient, et c'est ça le problème, cela revient à reconnaître la complexité du travail d'interprétation. L'interprétation est difficile. Ce n'est pas comme pour l'intextualité où on travaille sur un seul média, si vous voulez, un seul
genre, la littérature, mais plutôt, là, un seul champ, plutôt. Là, on travaille sur des systèmes qui sont différents et l'interprétation est rendue plus compliquée et encore plus quand il s'agit de livres d'art. Ça, c'est ça le hic, en quelque sorte. Et alors, un petit mot sur le livre d'art, avec Griffon, donc, Nick Bantock, c'est un nouveau genre qu'il inaugure. Il est dans le livre d'art, mais il inaugure autre chose. Donc vous voyez que la création, elle est, comment dire, elle est encore plus approfondie. Pourquoi? Parce que le nouveau genre qu'il inaugure, c'est le livre d'art romanesque. C'est-à-dire, le livre d'art, normalement, il ne raconte pas. Mais là, il raconte une histoire, l'histoire d'une correspondance. Et cette histoire-là, c'est l'histoire d'un amour qui va impliquer, je ne vais pas entrer dans les détails, ça ne m'intéresse pas, ou du moins, peut-être que ça vous intéresse, mais excusez-moi, je ne peux pas m'étendre là-dessus. Ça implique au moins 4 personnages qui sont Sabine Griffon, qui se trouvent tous les deux en Italie. Ça implique 2 autres personnages, Mathieu Sedan, qui se trouve en Égypte, c'est lui l'archéologue, et Isabelle de Reims, qui se trouve en France. Donc on a l'Italie, la France et l'Égypte. Hein, c'est un petit peu... Je vais vous dire pourquoi j'insiste sur ces lieux. J'ai encore un petit moment? Oui. À votre avis, je voudrais vous poser une question. Si vous n'avez pas la réponse, c'est pas grave. Le titre « Alexandrie, où se dévoile l'extraordinaire correspondance de Sabine et Griffon ». Hein? À votre avis, c'est quoi ce titre? Comment on peut le comprendre? En quoi c'est extraordinaire? La correspondance de Sabine et Griffon, du moins ça. Qu'est-ce qu'on peut comprendre par la correspondance de Sabine et Griffon? Est-ce qu'il y a parmi vous quelqu'un qui peut éventuellement, qui a une idée sur l'expression correspondance de Sabine et Griffon? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on peut comprendre? Est-ce qu'on peut comprendre échange épistolaire, un murasalé, entre Sabine et Griffon, par exemple? Est-ce qu'on peut comprendre cela? Correspondance. Ah, une correspondance. Oui, on peut comprendre cela. Eh bien, justement, dans le livre, ils n'échangent rien entre eux. Sabine et Griffon n'échangent pas entre eux. Il n'y a pas de lettres, il n'y a rien entre eux. Les échanges, eux, ils servent de quoi? Chacun échange avec les autres. Mais jamais Sabine et Griffon n'échangent entre eux, peut-être parce qu'ils résident dans le même endroit, peut-être, hein, Santa Rosa de Paolo, peut-être, est-ce la raison, mais de toutes les façons, ils ne servent ici que pratiquement de guide pour éclaircir et éclairer, surtout éclairer le destin des personnages Mathieu et Isabelle, et surtout pour éclaircir un petit peu leur relation. Je vous montre le livre. Le livre, pour moi, déjà le format, vous voyez, c'est un format qui est assez original. La couverture, elle est rigide, très très dure. Vous allez me dire où est-ce que je l'ai trouvé. Si la question vous intéresse, je vous répondrai dans le débat. L'intérieur, par contre, il comprend des textes, parce qu'on ne va pas travailler sur le livre, en quelque sorte, on va travailler Nas, c'est le texte, si j'ai bien compris, quoique le texte renvoie aussi à l'œuvre. L'intérieur, il comprend des textes admirable. Je fais durer le suspense. Plutôt qu'admirable, hallucinant. Hallucinant pourquoi? Parce que c'est un ensemble de lettres, il y a 4 lettres, et un ensemble de 4 cartes postales. Il y a 17 cartes postales. Et alors je vais vous montrer, ce sont des échanges croisés, comme je le disais, entre les 4 personnages, et jamais entre Sabine et Griffon. Alors, vous allez découvrir avec moi. Excusez-moi, j'aurais dû